plus de temps pour un débat commun qui sera ainsi plus riche et peut-être tout à fait intéressant, sûrement très intéressant. Alors le premier panel était théoriquement les points de vue de la communauté scientifique, ce qui a bien été le cas, mais le deuxième panel représente le point de vue des autres acteurs. Ça ne veut pas dire que ce point de vue est moins scientifique, ça veut dire qu'ils sont moins impliqués directement dans la recherche sur ce thème-là, mais leur point de vue est tout aussi important, tout aussi rigoureux. Et donc nous allons tout de suite avoir l'exposé du professeur Michel Georget, agrégé d'université, professeur honoraire de biologie des classes préparatoires aux grandes écoles en biologie, représentant la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Bien, je précise tout de suite qu'il y a un P majuscule avant mon nom qui est mal placé, car je ne suis pas titulaire d'une chaire d'enseignement supérieur. J'ai été professeur, comme on vient de vous le dire, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, et je suis bien sûr maintenant retraité. Je représente effectivement, à la demande de M. Morin, qui est le président de la Ligue pour la liberté des vaccinations, pour vous faire simplement une petite intervention sur le problème des adjuvants. Je vais évoquer des problèmes un petit peu particuliers qui diffèrent complètement de ce qu'on a vu précédemment. Pour comprendre l'importance des adjuvants, il faut se reporter aux travaux concernant le fonctionnement de défense immunitaire et en particulier le fonctionnement de l'immunité innée qui a fait l'objet de nombreuses recherches durant ces 10-15 dernières années, avec notamment les travaux du professeur Jules Hoffmann à Strasbourg, qui a d'ailleurs été l'un des lauréats du prix Nobel de physiologie-médecine en 2011. Depuis plus d'un demi-siècle, l'immunologie repose sur le principe selon lequel le système immunitaire fait la distinction entre le soi qu'il tolère et le non-soi qu'il rejette. Sans pour autant être abandonnée, cette théorie est en partie supplantée, critiquée, avec l'apparition d'une autre conception, à savoir la distinction entre le normal et le danger. Ces travaux sur l'immunité innée, qui ont d'ailleurs débuté chez les insectes au départ, montrent que, avant tout, il y a pour l'immunité innée la détection d'un signal de danger. En effet, les éléments pathogènes portent sur leurs enveloppes, sur leurs membranes, des molécules qui leur sont propres déjà, et surtout qu'ils sont les seuls à produire. Et ce sont elles qui constituent le signal de danger. Ces molécules sont perçues par différents récepteurs, soit des récepteurs membranaires tels que les TLR, donc les Toll-like receptors, qu'on appelle ainsi justement parce qu'ils ressemblent aux récepteurs qu'on a mis en évidence chez la drosophile. Et ces Toll-like récepteurs donc, peuvent détecter le signal de danger. Mais il y a aussi des récepteurs solubles, circulants, tels que la protéine C réactive, donc, dont tout le monde a pu voir la présence dans les analyses sanguines la plupart du temps. Eh bien, ces signaux de danger vont déclencher la réaction inflammatoire sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Dans les vaccins, c'est l'adjuvant qui constitue justement le signal de danger. Deux adjuvants ont été mis particulièrement sur la sellette ces dernières années, le squalène et l'aluminium. Bon, le squalène avec notamment la vaccination H1N1 qui a été mise en avant comme étant responsable de certains cas de narcolepsie. Je n'en dirai pas davantage. Quant à l'aluminium, on vous en a parlé beaucoup déjà. Je signale simplement que les 3 vaccins obligatoires diphtérie, tétanos, polio contiennent de l'aluminium, mais aussi les 3 qui leur sont souvent associés, à savoir coqueluche, hémophilus et hépatite B. À titre indicatif, lorsqu'un nourrisson a reçu ces 6 valences, eh bien, il reçoit 600 à 650 microgrammes d'aluminium avec le vaccin hexavalent, 440 avec le Prevnar, et avec la méningite C qui suit de très peu, entre 350 et 1250 microgrammes d'aluminium selon le type de vaccin. Ceci aboutit à une concentration d'aluminium dans l'organisme des nourrissons particulièrement impressionnante. Je voudrais simplement rappeler que l'eau est considérée comme potable si elle renferme au maximum 100 microgrammes d'aluminium par litre. Or, si on fait le calcul de la concentration d'aluminium dans le corps d'un nourrisson, dans les liquides corporels d'un nourrisson de 2 mois ou de 3 mois, eh bien, sa concentration d'aluminium est environ 20 à 40 fois supérieure à celle qui est admise pour l'eau potable. Ceci est particulièrement surprenant en ce qui concerne l'aluminium parce que
lors d'un groupe de travail qui s'est déroulé à Arlington aux États-Unis en 2002, Madame Nathalie Garson, qui représentait le laboratoire GSK et qui est une spécialiste des adjuvants, déclarait, ce qu'on peut lire dans le compte-rendu, que l'adjuvant aluminique autorisé pour les humains est le plus empirique. Personne ne sait comment il fonctionne, personne ne connaît sa biodistribution. Et elle ajoute ensuite que pour suivre l'aluminium, pour pouvoir suivre une molécule, il faut pouvoir l'étiqueter. Or, pour elle, il y a un problème technique de base. Il est difficile de suivre l'aluminium et on ne peut pas faire de recherche pharmacocinétique. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle, si vous prenez n'importe quel vaccin sur Internet, dans sa composition, eh bien, vous trouvez que les recherches de pharmacocinétique ne sont pas requises pour la préparation des vaccins, ce qui est tout de même bien gênant. Quelles peuvent être les conséquences de cette réaction inflammatoire qui peut être violente? Eh bien, j'en retiendrai deux simplement aujourd'hui. 2 points, je crois, très importants. C'est d'une part le syndrome du bébé secoué et d'autre part la mort subite du nourrisson. Lorsque la réaction inflammatoire s'enclenche, eh bien, il y a libération de toute une série de substances agressives, des prostaglandines, leucotriènes, histamines, etc., qui vont provoquer un afflux sanguin dû à la dilatation des vaisseaux sanguins et également une augmentation de la pression intracrânienne avec gonflement des fontanelles. Eh bien, ces manifestations sont celles que l'on observe dans le syndrome du bébé secoué. Et un certain nombre de familles sont parfois poursuivis en justice et condamnés parce que leur bébé présente des syndromes comparables à celui des bébés secoués, alors que ça peut tout simplement être la conséquence d'une réaction inflammatoire violente. Quant à la mort subite du nourrisson, eh bien, dans la littérature médicale, diverses publications relatent des cas de mort subite consécutifs au vaccin d'étécoque, au vaccin Prevnar, au vaccin hépatite B, ainsi qu'au vaccin hexavalent, comme cela a été montré notamment dans un documentaire télévisé diffusé sur Arte en 2007, où un médecin légiste allemand montrait qu'il avait été amené à autopsier des nourrissons décédés peu de temps après avoir été vaccinés, parfois même le jour même de sa vaccination. Alors on peut effectivement rechercher quelle est l'origine de cette mort subite des nourrissons. Eh bien, dans un congrès sur la mort subite des nourrissons, un chercheur a déclaré que l'origine de ces morts subites peut être recherchée dans la maturation du système neurovégétatif, en particulier dans la période périnatale, où il y a une sécrétion importante de neuropeptides qui ont une propriété de sédatif puissant, qui peuvent amener des apnées, et évidemment une apnée prolongée pouvant conduire à la mort. Et en conclusion de cette étude, l'auteur disait que la mort subite du nourrisson, je cite, résulte vraisemblablement de la conjonction de facteurs congénitaux, de facteurs maturatifs et de déclencheurs externes, tels que la fièvre, l'inflammation et l'infection. Or, nous avons là les critères de la réaction immunitaire innée, la vaccination étant une infection, même si elle est atténuée, l'adjuvant déclenche la réaction inflammatoire et la fièvre qui l'accompagne. Alors bien entendu, ces réactions ne se manifestent pas chez tous les sujets, mais malheureusement, la vaccination se fait avec des produits standards. Les vaccins sont des produits standards administrés à des sujets qui sont tous différents. Je vous remercie. Merci. Le prochain exposé est présenté par le Dr Bernard Izard, médecin généraliste atteint de myofasciite à macrophages.